Cela fait maintenant 4 années. 4 années durant lesquelles les étudiants d'Audencia ont eu la chance de pouvoir s'essayer à l'oratoire. Cette année, 37 d'entre eux ont osé prendre la parole lors des présélections. 10 ont été retenus et aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. Bon, ça fait un peu générique de Koh-Lanta, je vous l'accorde, mais c'est la réalité. Tout cela n'aurait sans doute pas été possible sans l'aide de nombreuses personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l'organisation de cet événement. Je tiens donc à remercier en premier lieu tous les membres d'Isegoria et plus particulièrement les membres du pôle Éloquence pour l'effort qu'ils ont fourni depuis maintenant quelques mois. Je tiens à remercier en second lieu notre fidèle partenaire PwC et très particulièrement Timothée Rossignol, sans l'aide duquel cet événement n'aurait pas cette ampleur. Merci à eux. Mes remerciements vont aussi à l'administration qui, même lorsque nous avons été un peu maladroits lors de nos débuts et tout à l'heure encore une fois, a su nous faciliter la tâche et être disponible et être à notre écoute. Merci. Enfin, au nom de toute l'équipe, je souhaiterais adresser un sincère et spécial remerciement à celui qui, cette fois-ci, de loin a participé de très près à cette organisation. Il est aujourd'hui en IPM et nous regarde ce soir en live. Un grand merci à toi, Jean Herbin. Alors accueillons à présent ceux qui jugeront et mettront à l'épreuve nos candidats de ce soir. Elle est avocate et professeure de droit au sein d'Audencia. Elle nous a fait l'honneur de participer au jury de la demi-finale. Je vous demande d'applaudir Madame Anne Audranly. Avocat pénaliste depuis maintenant 39 ans, il a été et il est toujours bien connu du milieu nantais. Il participe pour la 2e fois consécutive à la finale d'Eloquentia. Merci d'applaudir Monsieur Jean-Michel Polonneau. Alors, en raison d'un problème technique auprès de la SNCF, notre 3e juré ne pourra malheureusement pas être là physiquement ce soir. Il nous fait néanmoins l'honneur d'être présent en vidéoconférence. Merci d'accueillir et d'applaudir Monsieur Bertrand Perrier. Avocat au barreau de Paris et ancien secrétaire de la conférence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée et je laisse maintenant la parole à Louis Michaud, président d'Isegoria. C'est bon, tout le monde m'entend? Et là, c'est bon? Oh, parfait. Bonjour à tous. Comme l'a dit Maxime, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Pour une soirée qui s'annonce aussi trépidante qu'un cours de step avec Jean-Luc, ou au moins aussi intellectuellement jouissif qu'un cours de management des organisations. Mais avant de commencer les festivités, je voudrais te remercier, Maxime Krismanik, pour ton énergie quant à la préparation de ce concours d'éloquence, pour ta méticulosité et ton investissement constant, attentif sur tous les détails, allant même jusqu'à frôler la rupture d'anévrisme pour une bouteille d'eau mal posée sur la table du jury. Maxime, merci encore, donc infiniment, et nul doute. Mais vous n'avez pas fini d'applaudir. Parce que le pôle éloquence, c'est pas seulement Maxime Krismanik, c'est également Cyrielle Chalvet, qui nous a aidés à la rédaction des sujets avec certes un sens de l'humour parfois un peu particulier, avec des sujets tels que Jeanne d'Arc est-elle le modèle de la femme au foyer, ou encore Conchita Wurst pleure-t-elle derrière sa barbe? Mais tu as participé à toutes les présélections, à l'organisation de ce soir. Encore merci à toi, Cyrielle. Mais enfin, je voudrais une dernière ovation pour lui, là-haut, le dieu de la communication, Alban de Poulpiquet, qui s'est chargé pendant ces 2 mois. Et merci à l'équipe d'Isegoria
dont l'ardeur, la constance et l'énergie seules ont permis à ce magnifique événement d'avoir lieu. Merci à eux. Longtemps, je me suis demandé quel était le visage de l'éloquence. De loin, je lui prêtais d'abord un visage lisse et paternel. Vous savez, celui des vieilles statues, qui, de leur hauteur, nous paraissent impériales et justes. Ses yeux clairs se confondaient avec le ciel. Son nez grec révélait sa droiture. Et ses lèvres fines n'étaient faites que pour être embrassées. Ah, que l'éloquence est belle! Mais comment aurait-elle pu être disgracieuse, elle qui se fond généreusement dans chaque homme, dans chaque femme, car l'éloquence n'a lésé personne, chacun des idées, et une langue, pas vrai? Elle est ce qui caractérise notre humanité, la manifestation de notre personnalité, l'écume des passions humaines desquelles jaillit la pulsation de l'histoire, car je vous le dis, l'éloquence a le regard de ceux qui font l'histoire. Un regard franc et sûr, surplombant de larges cernes, unique trace des veillées nocturnes nécessaires à la rédaction des discours qui ont infléchi le destin des hommes. Ce regard, que vous connaissez, au petit matin, avant d'exhorter, surplombe la foule. Alors, avant le discours, le visage entier de l'orateur se crispe. Le sang afflue dans ses tempes et les mots, 1000 fois répétés, soudain jaillissent de ses lèvres. Et le charme opère. Ainsi est l'éloquence. Elle nous livre l'ivresse sans le flacon, nous enivre sans lendemain difficile, nous séduit sans nous soumettre. Mais, gare à vous, si, charmé par ce visage angélique, vous vous laissez prendre sans remarquer les balafres sur son visage. Et, concentré sur ses yeux clairs, vous omettez de voir la noirceur de ses pupilles, sombre comme l'âme de ceux qui n'acceptent aucun consensus. L'éloquence peut donc être terrible. Gardez toujours en mémoire les empires qui ont eu le sein tranché par un orateur issu de leur chair et le visage déconfit du corbeau qui perdit son fromage. Mais mon interrogation reste totale. Le visage de l'éloquence ne serait-il qu'un vulgaire Janus, souriant d'un côté, cynique de l'autre? Si j'étais Platon, je serais resté sur cette aporie. Je ne répondrais pas, je ne me mouillerais pas, et j'appellerais ça d'un grand philosophie. Mais nous ne sommes pas Platon, quoique la phrase « Inuino veritas » fait acquiescer plus d'une personne dans le public. Nous devons avoir une réponse. Quel est donc le visage de l'éloquence? A-t-elle réellement les yeux clairs, la mèche brune et les mots ensorceleurs et mesurés d'un Henri de Montmarin? Ou au contraire, a-t-elle le visage mat d'un Malek Bouchaba perlé de 2 diamants verts et dont les lèvres peuvent former dans la même phrase déliquescence et machallah? À moins que ce soit celui de l'espièglerie intelligente d'un Théodore Nicolas, aussi prompt à faire des danses de Limousin qu'à vous emmener là-haut, dans la stratosphère rhétorique. Mais, si après tout, le visage de l'éloquence était celui d'un Stéphane Fest, dont l'humour confère même aux grivois un caractère soutenu. Mais enfin, quid du visage de Valentin Brosse? Une mèche soignée, emmitouflée dans une capuche rose, qui contraste avec une voix grave et puissante. Qui sera donc le visage de l'éloquence de la promo 2019? C'est ce soir, c'est maintenant. Bien, parfait. Parfait, bon, il y a toujours un petit temps de latence. Alors nous allons maintenant passer au premier candidat, Henri de Montmarin. Mais avant que tu ne te lèves, nous allons inclure le mot du public. Qu'est-ce que c'est le mot du public? C'est simple. Un parmi d'entre vous lève sa main, donne un mot qu'Henri n'a pas prévu et doit exprimer pendant son discours. Qui veut être ce doigt? Qui veut être ce mot? Quelqu'un? Alors, qui lève son doigt pour donner un mot à Henri? Ah! Désolé, le premier, t'es un peu loin, mais t'es là. Oh, Alors? Je lui simplifierai la tâche et vu qu'on est à Audencia, je dirais audace. Oh là là! Ah, si tu ne l'as pas déjà mis dans ton discours, ce sera le mot audace. Bonne chance Henri, et merci encore à vous les jurys. Monsieur le scientifique, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues députés, j'aimerais à mon tour prendre la parole. Votre discours me laisse sceptique, je vous l'avoue. Ce médicament pour guérir les hypocondriaques me paraît être une idée dangereuse. Si nous lancions la production de ce produit, nous aboutirions à créer de graves problèmes au sein de cette communauté qui souffre.
et qui, comme les autres, a le droit de revendiquer sa différence. Hier, j'étais encore en discussion avec le président de l'association Ni hypochondriaque ni soumise. Il me parlait du nombre regrettable d'actes de discrimination commis envers cette communauté. Peut-on tolérer cela, messieurs les députés? Faut-il guérir les hypochondriaques? Faut-il guérir ces malades imaginaires qui perdent un peu leur vie, il est vrai, à force de s'inquiéter pour elles? Je dis, ils n'y survivraient pas. Leurs maladies imaginaires sont comme des boucliers. Les guérir de celles-ci, ce serait les condamner à des névroses bien plus graves. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la chevelure de Samson, ce personnage biblique? Vous ne la connaissez pas, ça ne m'étonne pas. Eh bien, Samson était un guerrier redoutable, jusqu'à ce que ses longs cheveux blonds soient coupés. Alors, toute sa force a disparu. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les hypochondriaques. C'est finalement une question de chevelure. La maladie est leur force, leur chevelure de Samson. Débarrassez-les-en, et alors ils seront vraiment malades. Oh, je sais bien que l'on se moque de ces gens-là, de leurs petits défauts qui sont autant de chances, et peut-être ne seront-ils jamais des standards, des gens bien comme il faut. Mais moi, je les aime quand même. Moi-même, il m'arrive de les trouver ridicules. J'en connaissais un qui aimait à montrer au premier venu son carnet de santé. Quelle audace, vraiment quelle audace. Comme on aurait montré un album de famille. Et là, c'était ma grippe en 86, on a tellement rigolé. Et là, c'était ma leucémie en 94 à Biarritz. Et c'était vraiment sympa, les médecins. C'est leur petite famille, quoi. Connaissez-vous ce faux projet qu'est le Journal d'un corps de Daniel Pénac? C'est un projet littéraire typiquement hypochondriaque. Quelqu'un qui se propose de faire le récit quotidien de ses affections corporelles les plus simples. Des milliers de choses qui nous arrivent sans que d'habitude, on soit là pour les écouter. Moi, je dis que c'est formidable d'être aussi proche de soi-même. Ce journal, nous devrions tous le tenir, afin que nous et notre corps, nous ne soyons plus comme des frères fâchés, qui partagent leur maison sans partager leur cœur, et qui, vivant si près l'un de l'autre, ne se regardent même pas. L'hypochondriaque ne se réduit pas au modèle freudien du névrosé. Il est celui qui sait s'écouter, qui guette en son être les gémissements et les plaintes d'un corps que l'on malmène trop souvent. Ce corps, injustement qualifié de tombeau de l'âme par Platon, qui manifestement n'y connaissait pas grand-chose, est le prix inévitable de notre rapport au monde et la condition de notre joie. Il ne faut pas laisser s'éteindre sa vitalité originelle. Moi, je dis avec Rousseau qu'un corps débile affaiblit l'âme, qu'il nous empêche de vivre avec toute notre force. N'est-ce pas avec son corps que l'on pense? Ce dont jouit le promeneur pendant sa promenade, c'est du bonheur du corps. C'est ce bonheur-là qui fait la beauté des paysages et qui rend son âme disponible à accueillir toutes les sensations du monde. Les hypochondriaques sont paradoxalement les sentinelles de la grande santé dont Nietzsche avait fait l'éloge. Lui qui, ayant souffert toute sa vie de la syphilis, connaît mieux que quiconque combien le corps est nécessaire au cœur. De fait, l'angoisse de l'hypochondriaque n'est-elle pas le signe d'une hyperconscience? L'hypochondriaque aurait bien médité cette phrase de Pascal, selon laquelle une goutte d'eau suffit à tuer un homme. Conscient que la mort est inventive et qu'elle a plus d'un tour dans son sac, il anticipe sans cesse ses mauvais coups. Et s'il combat la décrépitude et la maladie, c'est pour que les droits de l'homme triomphent des droits de l'asticot. Tout cela pour vous dire que les hypochondriaques ont besoin de leur maladie, comme les menteurs ont besoin de leurs mensonges et les jaloux de leur délire. « Ah, ma maladie, ma chère maladie, que serais-je sans toi ?» s'écrie Argan dans Le Malade imaginaire, montrant par là combien son hypochondrie fait partie de son identité. À force, la maladie leur est devenue chère. Ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble à se faire peur. C'est comme un vieux couple qu'on sépare. C'est parfois difficile d'être célibataire, surtout après un certain nombre d'années de vie commune. Il ne faut pas briser leur mariage. C'est pourquoi guérir les hypochondriaques, c'est le meilleur moyen de les tuer. Monsieur le député, j'ai écouté votre discours. En tant que représentant de la communauté scientifique, je me dois de vous répondre. Vos envolées nous éloignent un peu de l'enjeu immédiat du problème. Quel marché que celui qui s'ouvre à nous, grâce à cette molécule aux effets miraculeux? Le déficit récurrent de la sécurité sociale pourrait être considérablement réduit, tandis que les problèmes de ces gens seraient irrémédiablement résolus. Oui, monsieur, c'est bien une maladie que l'hypochondrie. La science a très bien su l'identifier d'ailleurs. Et là, je sens que je vais vous perdre. Elle réside dans une hypertrophie de la rate, causant un trouble névrotique qui peut dégénérer en un état hystérique latent. Et c'est d'ailleurs la pire des maladies, car au silence des organes, à leur bonne santé, répondent les pires délires de l'imagination. L'hypochondriaque est donc un malade de la pensée. Il est incapable de penser son propre corps,
qu'il ne comprend pas et qui lui échappe sans cesse. Sa folie est de s'en croire séparé. Daniel Pénac, dont vous avez cité le livre et que manifestement vous ne connaissez pas très bien, ne cesse de parler d'un ennemi intérieur qui, cherchant à lui nuire, n'aurait de cesse de contrôler son corps à sa place. L'hypocondrie est donc une synthèse de la paranoïa et de l'aliénation. Je suis dépossédé de mon propre corps, qui agit indépendamment de moi et qui me fait du mal. Voilà quel fut à peu près le débat qui s'est tenu ce jour-là à l'Assemblée. L'hypocondriaque nous reste avec tous en mystère. Est-il celui qui possède un lien privilégié avec son corps ou celui qui expérimente avec le plus de violence la séparation d'avec celui-ci? En d'autres termes, l'hypocondrie est-elle au service d'une pulsion de vie ou d'une pulsion de mort? Que cherche l'hypocondriaque? À se préserver de la mort, me direz-vous d'abord. Ou bien son jeu, et c'est mon hypothèse, est un jeu de dupe. Il fait semblant de la rejeter pour mieux pouvoir en apprécier avec délice l'approche. Pour moi, l'hypocondriaque est comme l'enfant qui joue avec des allumettes et qui s'amuse à rapprocher de plus en plus la flamme de ses mains. La question est donc la suivante. Sommes-nous assez forts pour pouvoir jouer avec la mort sans nous brûler? Merci. Parfait. Faut-il guérir les hypocondriaques? Je pense que non, sinon je vais me faire tuer par tous mes amis médecins. Maintenant, je vais vous poser une question. Puisque vous faites votre exposé devant l'Assemblée, que je pense être l'Assemblée nationale, la politique est-elle un médicament efficace, selon vous, pour soigner les hypocondriaques? Peut-être que la question, ce serait plutôt est-ce que la politique peut guérir les malades de la politique? Est-ce que la politique est une solution à la politique? Peut-être qu'on pourrait tourner la question de cette façon. Non. Les hommes politiques sont-ils des hypocondriaques par essence? Le mal du suffrage. La peur de l'élection. La peur de finir tout seul. La peur d'être délaissé. De ne plus plaire. La peur de ne plus plaire. Par exemple. On sait bien que la politique rend beau. Eh bien oui, peut-être. Peut-être que les politiques sont peut-être un peu comme des artistes qui sont malades de leur popularité et de l'amour qu'on leur donne, qui seraient incapables de vivre sans. Mais après, est-ce que le besoin d'amour est une maladie? Je ne sais pas. Et alors Henri, est-ce que c'est par besoin d'amour que vous participez à ce concours d'éloquence? Je pense que oui, évidemment. Enfin, s'il vous plaît, aimez-moi. Non, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui... C'est vrai, évidemment, le besoin d'amour, le besoin d'être reconnu, dans les couloirs, comme on serait reconnu dans la rue si on était un homme politique. Oui, peut-être, besoin de prouver en tout cas sa valeur et de montrer qui l'on est. Notre confrère parisien a peut-être une question à poser. M'entendez-vous? Alors, oui, j'ai une question pour Henri. Henri, m'entendez-vous? Oui. Oui, vous m'entendez, oui, et vous me regardez, ça me plaît doublement. Et vous n'échappez pas au fait que, même si je ne suis pas physiquement là, puisque donc la SNCF a choisi de protester dès maintenant contre la loi El Khomri, Henri, qu'est-ce qui justifie les chaussures que vous portez ce soir? Moi, j'ai une réponse. C'est parce que je vis seul. Et du coup, comme tous les garçons célibataires qui vivent seuls,
On Henri, tire pas nos répondez-moi dans le chaussures. micro, je ne vous entends plus, je suis désespéré. Comme tous les garçons célibataires, on est peut-être un peu négligent parfois sur les chemises repassées. J'ai encore un peu besoin de ma mère, peut-être, j'en sais rien. Merci Henri. Voilà. Bonjour à tous. Alors, on va remercier déjà Henri pour sa prestation. Merci à toi, Henri. Mon micro n'est pas allumé. Nous allons donc accueillir un nouveau candidat. Il nous vient tout droit de Suède, et non pas du Limousin comme certains ici pourraient le croire. Il a séduit notre jury en demi-finale sur le sujet « L'homme est-il un loup pour la femme ?» Et aujourd'hui, il va nous parler de « L'égalité est-elle l'ambition des médiocres ?» Donc je vous prie d'accueillir Théodore Nicolas, mais avant toute chose, comme Louis Michaud nous l'a très bien précisé au début, nous allons devoir choisir un mot du public. Donc c'est la loi du shotgun, comme on la connaît bien ici. Oui, monsieur. Rhododendron. Quel beau mot. Ah, pardon, j'ai mal compris. Comment? Rhododendron. Voilà. Donc ce sera le mot en question. Donc, je vous prie d'accueillir Théodore Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir au groupe 6. Présent normalement ce soir, voilà. Alors, rhododendron, parce que sinon j'ai oublié, mais Henri a mon stylo, ce n'est pas très très... Ah, génial. J'ai la mémoire courte, malheureusement. Non, c'est pas grave, ne t'embête pas. Alors, j'aimerais bien commencer par un petit sondage rapide. Oh, c'est adorable, merci. J'espère que ce stylo ne sera pas décompté de ma note finale, hein, ce serait sympathique. Alors, rhododendron. Voilà. Alors voilà, donc comme je le disais donc, un petit sondage dont voici la teneur. J'aimerais savoir qui dans cette salle se sent encore habité par l'idéal égalitaire, si républicain, héritier des Lumières, imprégné des conceptions de Rousseau et de Marx. Allez camarades, levez la main s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je vois que vous êtes nombreux ce soir, c'est bien. Les médiocres sont présents en nombre ce soir. J'en suis donc ravi. Peut-être leur offrirai-je des rhododendrons à la sortie de la salle. En tout cas, voilà, pour ne pas commencer en mauvais termes, tout ceci n'est qu'humour, hein, bien entendu. Hein, je ne suis pas fasciste, en tout cas, ne le pensez pas avant d'avoir entendu la fin du discours. Bref, alors après cette petite introduction, et avant de pouvoir réfléchir peut-être de façon un peu plus efficace et plus en détail dans le sujet, je pense qu'il est assez important de définir ce qu'est l'égalité. Alors, qui connaît ici le très célèbre Enguerrand de Monstrelet? Je vois que j'ai autant de succès qu'Henri sur les petites questions culturelles. Alors, Enguerrand de Monstrelet, donc un célèbre chroniqueur du XVe siècle, pour les incultes comme moi avant il y a quelques jours, définit assez bien, il me semble, l'égalité comme étant relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur ou de qualité. Après traduction de l'ancien français, bien entendu. Alors, donc l'ambition d'égalité, c'est l'ambition de raboter, d'uniformiser, de même normaliser tout un chacun pour qu'il ne se démarque plus. Cette ambition a pour but de supprimer toutes ces petites différences qui rendent chacun unique, hein, drôle, moche, intelligent, raté, fort, etc. Cette ambition, c'est de savoir à l'avance sur quoi on va tomber dans cette grande boîte de chocolat qu'est la vie, comme le disait Forrest. Mais dans tout ça, j'aimerais savoir où est notre médiocre. Hein, Mystère et boule de Grom, on parle d'égalité, mais pas de médiocrité. Pour le savoir, j'ai fait appel à un invité assez exceptionnel, l'inspecteur Larousse.
qui se fera aider dans cette enquête par son fidèle adjoint, le professeur étymologie. Comme quoi, si on se donnait un peu de mal, les cours de français seraient bien plus drôles. Hein. Prends-en de la graine, belle Kassem. Alors, toujours est-il que le bougre, hein, après quelques heures de recherche pour retrouver l'origine de médiocre et plusieurs élémentaires, mon cher étymologie, aboutit à une conclusion sans appel: le pauvre a été enlevé par les latins, ces sales récidivistes. Car oui, les enlèvements se sont multipliés hein, depuis la fameuse défaite d'Alésia en 52 avant la naissance du Messie et le déferlement de ces métèques de Rome, la ville, bien entendu, hein. Marine, rassis-toi s'il te plaît. Enfin bref, toujours est-il que médiocre, donc venant de médiocris, signifie qui est au-dessous de la moyenne. Donc l'égalité, ambition des médiocres, prend ici tout son sens. L'égalisation des qualités ne pourrait donc que profiter aux médiocres, puisqu'ils sont en dessous de la moyenne. Pourquoi essayer de surpasser les meilleurs? Supprimons-les tout simplement, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein, cela commence très souvent par la non-reconnaissance du mérite. On ne sanctionne plus le succès comme il se doit, on ne sélectionne pas. À ce rythme-là, le slogan d'Eloquentia changerait considérablement. Ils étaient 37 au début et 37 à la fin. Changerait un petit peu la donne. On peut prendre un autre exemple, hein, fort simple, si peu polémique, hein, la réforme de l'orthographe. Alors, cette réforme, qui a poussé malheureusement en suicide le professeur étymologie, hein, paix à son âme, tente d'appliquer une recette assez simple. L'Académie française, vénérable doyenne des Français, derrière Bernadette Chirac, bien entendu, autorise de supprimer des accents, de modifier des orthographes pour faciliter l'apprentissage de notre belle langue française. L'objectif, si je ne savais pas écrire, on légitimise mes fautes. Plus aisé. Baissons donc le niveau pour faciliter le nombre de personnages qui l'atteignent, comme par exemple le baccalauréat, hein, avec ses 90% de succès, mais des QCM en langue. Néanmoins, il est intéressant de remarquer que cette égalité peut se faire par le bas, comme on vient d'en parler, mais aussi par le haut. J'ai ici peut-être un des rares regrets de ce discours, c'est que cette idée m'est venue à l'esprit en parcourant d'un regard nonchalant un Internet plutôt léger. J'y vis une citation d'un homme qui, après avoir dit des choses fort intéressantes, comme « Tu es vraiment Miss Boom Boom du Brésil ? Tu as vraiment le plus beau derrière du Brésil ? Oh, j'aime les derrières. » Ou encore « Je suis sûr de valoir plus que 94 millions d'euros. » Et non, messieurs, il ne s'agit pas ici de Rocco Siffredi, mais bien entendu de Cristiano Ronaldo, pour ceux qui ne le savaient pas. En tout cas, il a donc dit « Si tous étaient à mon niveau, nous serions les meilleurs. » Ce qui montre que l'égalité est trop souvent l'ambition des médiocres, mais pourrait être tout aussi bien l'ambition des meilleurs. Mais le problème de la réalisation reste le même, brutal souvent. En évitant de trop s'étendre sur la question, regardons de plus près les exemples de l'histoire. Loin de moi l'idée de vouloir offenser quelqu'un dans la salle, ou de pratiquer une critique primaire du nazisme, qui fit fureur en son temps. Mais il est vrai que cette histoire d'Arien fut aussi l'occasion de normaliser quelque peu les foules. Hein, contrôle de la pensée, police politique, critères eugéniques, camps, et j'en passe. On se croirait presque dans le non moins inspiré roman de George Orwell, ou en pleine Russie du petit père des peuples et des goulags. Un intellectuel français, académicien, quoique contesté, proche de l'extrême droite, enfin bon, après avoir cité le nazisme, l'action française ne fait plus peur. Cette personne, donc, Charles Maurras, a dit un jour, mais malheureusement il ne l'a pas entendu puisqu'il était atteint de surdité. Enfin bref, il a écrit « L'égalité ne peut régner qu'en nivelant leur liberté ». C'est pourquoi l'égalité, que ce soit celle d'en haut ou celle d'en bas, ne pourra se faire que par la force et la coercition. À ce moment-là de la réflexion, sortons les grands mots, on peut se demander quoi faire pour instaurer un État, un monde juste. Le petit Victor, Hugo de son grand nom, apporte une réponse. La première égalité, disait-il, c'est l'équité. Oh, zut, Théodore, enfin, je viens à peine de comprendre à quoi correspondait l'égalité, et déjà tu me sors un autre de tes mots si complexe. Alors tu le calmes tout de suite, hein, si tu continues, je vais te planter là, toi et ton Victor, et je vais rentrer chez moi. Pas si vite. Pour ce faire, je vais essayer d'illustrer le concept par une petite histoire. Je vois d'ici une grande course d'athlétisme, pleine de coureurs, représentant de la diversité, plus
plutôt celle de l'autre côté de la Méditerranée, mais enfin bon, qui s'apprête à partir pour se disputer la victoire. Seulement se pose un problème, le stade étant malheureusement ovale. Où placer les lignes de départ? Faut-il les placer au même endroit pour chacun, ce qui donnerait donc l'égalité? Ou faut-il disposer les lignes en façon pour tenir compte de la taille du stade et de son côté un petit peu ovale? À ce moment-là, nous sommes dans l'équité. C'est ce que défendra John Rawls dans Theory of Justice. Dans le second cas, on promeut l'égalité des chances au sens où certains des coureurs sont avantagés pour que chacun ait la même distance à parcourir, la même difficulté à affronter. Même si c'est parfois une façon de justifier des inégalités, il me semble que l'équité est souvent une notion plus juste que l'égalité. Néanmoins, je reste un petit peu gêné. Si on en restait là, Rousseau est un médiocre, la République française est médiocre, ainsi que notre charmante patrie. Je ne le pense pas. Malgré toute cette charge contre l'égalité, toute cette charge contre la ressemblance, on ne peut pas, on ne doit pas rayer de nos esprits le mot égalité. En effet, nous ne devons pas oublier ce que disait un grand homme du siècle dernier qui donna son nom à nombre de rues. Il ne s'agit pas de rue Grande, mais bien de Jaurès, Jean Jaurès cette fois-ci, qui disait « C'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Oui, s'il y a bien égalité, c'est l'égalité en humanité. Nous sommes tous humains. Même toi, quelque part, Michael Jackson, sous tes couches de plastique, tu étais humain. Et je crois que ce sont ces valeurs-là qui ont fait et font la France. C'est pour ça que nous avons pris la Bastille. C'est pour ça que nous avons rédigé la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que nous avons bouté les Boches hors de France en 18. Protéger cette part d'humain présent en chacun, voilà comment l'égalité est l'ambition des plus grands. Pour le reste, il y a l'équité. J'ai conscience que cette thématique est assez politique, puisqu'elle revient à une réflexion, au fond, sur ce qu'est la justice. Car si on souhaite l'égalité, c'est pour un monde plus juste ou plus communiste. Je vous ai ici présenté ma pensée, somme toute politisée, et quoi qu'en dise Jean-Luc Mélenchon demain soir, moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, votez Théodore 2017, vive la République et vive la France. Merci. Alors bravo Théodore pour cet exercice. Bravo aussi pour avoir su placer les rhododendrons. Franchement, c'était pas gagné. Je suis ravie de voir que vous estimez que la réforme de l'orthographe est un nivellement par le bas. J'aimerais savoir si vous seriez prêt à donner des cours d'orthographe à tout le public ici présent. Ah oui, c'est important. Parce que sinon, effectivement, l'orthographe est quand même partie de notre culture, de notre identité. Si on commence à supprimer l'orthographe, où va-t-on? Nulle part. Hein. Vous avez de la chance que je n'ai pas encore corrigé vos copies. Oui, je pense aussi. Félicitations Théodore. Le raisonnement, il y avait une logique. Alors, je vais poursuivre votre logique. Si on crée l'égalité pour les médiocres, est-ce que cette égalité permettra-t-elle à l'ENA de devenir enfin utile à la société? Il me semble que vous êtes un petit peu méchant pour l'ENA, qui est quand même un petit peu utile, au vu effectivement du nombre de ses représentants au sein de l'État. On passe effectivement de, 80%, peut-être pas, ou 70% des fonctionnaires de l'État qui sont énarques. Donc effectivement, elle a quand même une certaine utilité. Effectivement, si on y rajoute un petit peu d'égalité, je pense que c'est intéressant, effectivement, qu'au travers de l'égalité, on puisse pousser la diversité, parce qu'effectivement, c'est de cette diversité que peut-être beaucoup d'idées intéressantes et augmenter l'utilité des personnes qui vont sortir de l'ENA. C'est ce que vous vouliez dire, effectivement, au travers de l'égalité. Et je pense que c'est une chose importante, et effectivement, on doit aider chacun, justement, à valoriser l'égalité des chances. L'égalité des chances, je pense que c'est quelque chose de très important et qui permet de justifier justement une certaine inégalité quelque part. C'est que si chacun a la même chance d'arriver à la fin de la course, alors à ce moment-là, le fait qu'il y ait un premier et un dernier est tout à fait justifié. Oui, non, la question que je posais, pour être plus précis, c'est que l'ENA, et moi qui ai fait Sciences Po, on est mal mariés, l'ENA est fait pour former des serviteurs de l'État. Et maintenant, on s'aperçoit que l'ENA
s'est transformé. Ils se sont transformés en décideurs de l'État. Donc, si on les nivelait dans la médiocrité, ils pourraient peut-être reprendre leur place. Après, c'est tout le problème aussi d'avoir, effectivement, si on commence par niveler par la médiocrité, on finit par avoir effectivement un état médiocre. Hein. Ça, c'est le problème. Bon, peut-être qu'on en est déjà là, je ne voudrais pas me prononcer trop vite. Mais il ne s'agit pas de... Oui, il faut éviter à tout prix de niveler par le bas l'ENA. Voilà, c'est important, ça fait quand même partie de ces institutions qui forment nos élites, et c'est important de garder des élites dans un pays. Après, effectivement, ouvrons-nous à la diversité, je pense que c'est une chance, c'est une chose qui est intéressante, mais effectivement, il faut garder certaines limites et ne pas non plus pousser n'importe qui à sortir de l'ENA et à avoir des fonctions importantes. Et Enguerrand, pardon, Théodore, excusez-moi, vous avez dit que l'égalité consistait à supprimer les différences qui rendent chacun unique. Et Théodore, quelle est la différence qui vous rend unique? C'est difficile de répondre, tellement me viennent à l'esprit. Non, je plaisante. Peut-être effectivement l'égocentrisme, hein, tant qu'on y est. Ça fait partie, voilà, après c'est plein de petites différences qui font que chacun peut se distinguer. Et puis les miennes, effectivement, égocentriques, très certainement, charismatiques peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Et a priori, on me dit que je suis beau depuis le premier rang. Bon. Je m'inquiétais pour votre famille qui vous regarde comme je le fais actuellement, dans un manoir cossu du côté de Versailles ou de Chatou. Fontainebleau, mais oui. Vous regarde et qui vous entend citer Marx. Qu'est-ce que vous en pensez de leur réaction? Je n'oserais pas rentrer chez moi ce soir, ça c'est certain. Effectivement, le fouet est prêt, comme d'habitude. Ce genre de citation communiste, je ne sais quoi, c'est dangereux, oui. Merci Théodore. Je vous en prie. Merci Théodore pour cette magnifique prestation. Nous allons maintenant accueillir un candidat que nous sommes tous impatients de voir après la demi-finale, où il a traité le sujet « Le pouvoir rend-il impuissant ?» Il nous avait déjà ébloui pendant les présélections en traitant le sujet « Ne te déshabille que pour dormir ». Il va ce soir changer de registre. Il s'agit de Stéphane Feist. Ce soir, il traitera donc le sujet « Le clown pleure-t-il derrière son masque ?» Et avant, je vais vous demander de choisir un mot. Ah, là-bas. Ostréiculteur. Voilà. Bon courage, Stéphane. C'est l'histoire d'un homme qui se rend chez le médecin et lui dit « Docteur, je n'en peux plus, je n'ai plus goût à la vie. Je me sens seul dans ce monde menaçant, je crois que j'ai envie de mourir. » Le docteur le regarde et lui dit « Vous savez, monsieur, moi, je ne fais pas de certificat de 3 jours. Mais par contre, je peux vous proposer un remède. Il y a actuellement en ville le clown paillasse qui passe. Il paraît qu'il est très drôle. Allez le voir, ça vous fera du bien. » Et l'homme de lui répondre « Mais docteur, je suis paillasse. » Et oui, en effet, cher public, le clown vous fait rire. Mais qui pour faire rire le clown? Qui pour lui retourner l'ascenseur? Est-ce pour cela que le clown pleure derrière son masque? C'est déjà la même question que se pose Chocolat dans le film éponyme sorti il y a peu. Clown Chocolat qui dit à son partenaire Foutite « Mais pourquoi tu ris jamais? T'aimes pas les femmes, t'aimes pas l'aider, c'est quoi ton problème ?» Foutite, qui est d'ailleurs interprété par le petit-fils de Charlie Chaplin, de lui répondre « Je ris dans ma tête, tu sais, c'est pas facile de faire rire les gens tous les soirs. Il y a 2 jours où je me sens tellement seul que j'ai envie de mourir. » Décidément, ils ne sont pas joyeux, ces clowns. Mais ils l'ont peut-être mérité. En effet, derrière ce masque jovial,
se cachent selon moi des êtres vils et malfaisants. Moi, j'ai toujours détesté les clowns. Ils m'ont jamais fait rire. Ils m'ont surtout toujours fait peur, particulièrement depuis ce funeste jour de novembre 2001 où mes parents m'ont emmené dans la caravane du clown Footit pour me faire un maquillage. Oui, franchement, elle est longue comme le bras. La liste des clowns sans qui la Terre se porterait bien mieux. On peut en citer quelques-uns. Le clown de ça, issu de l'imaginaire de Stephen King, qui a terrorisé plusieurs générations. Mais encore, bien sûr, le Joker, grand némésis de Batman. Ou pour finir, Donald Trump. Mais c'est aussi parce que j'ai toujours détesté les clowns que j'ai toujours voulu en devenir un. En effet, c'est bien connu, l'amour et la haine sont des parents consanguins. J'ai donc décidé d'étudier les clowns. En effet, il me fallait comprendre pourquoi le clown pleure derrière son masque. Je serai le nouveau Lévi-Strauss. Alors attention, pas celui qui fait les jeans, hein, mais l'anthropologue. Mais je ne mettrai pas le large vers des contrées brésiliennes, non, plutôt j'étudierai les clowns en portant moi-même un masque. J'ai donc appelé mes parents pour leur faire part de ma décision. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils m'avaient payé 2 ans de prépa pour que je finisse avec un nez rouge. J'ai essayé de leur expliquer qu'en école de commerce, de toute façon, on finit tous les soirs avec un nez rouge. Mon père, il n'a pas compris. Il m'a dit « Fils indigne, déjà que tu vas voir le meeting de Jean-Luc Mélenchon demain, ne compte plus remettre les pieds à la maison. » C'est ainsi donc que, seul et abandonné, je me retrouve à la rue. Je pense un temps devenir ostréiculteur. Mais non, je ne me décourage pas, je continue à voguer de chapiteau en chapiteau, quand un jour, je tombe face à ce magnifique cirque, en train de refaire sa façade. Audencia École de Management devient Audencia Business School. Autant vous dire que c'était un peu original comme nom de cirque, mais au moins ça ferait peut-être illusion auprès de mes parents. Je m'approche et je vois une pancarte à l'entrée qui dit « Suite à la démission surprise du précédent clown en décembre 2015, l'administration du cirque de l'Audence recherche un remplaçant pour son nouveau spectacle futuriste Audencia 2020. » Autant vous dire qu'avec un nom comme ça, j'ai pas pu résister. Je me disais que je serais parfaitement à l'aise au sein de ce cirque de l'Audence. En effet, il y avait Monsieur Dépincé, tout de noir vêtu, en Monsieur Loyal. Il y avait Joe à l'entrée qui vérifiait les billets. Quant aux animaux, il suffisait d'aller voir dans les navettes d'open bar pour constater qu'on ne manquait d'aucune espèce. Mais pour être engagé pour ce poste de clown, il fallait passer par un processus très sélectif de 3 étapes. J'ai donc décidé de tenter ma chance pour brûler les planches au concours d'éloquence du cirque de l'Audence. Mais je ne vous cache pas que c'était dur. À chaque fois, il fallait apprendre de plus en plus de textes. C'était très difficile. On m'a demandé si j'allais de nouveau venir avec mon petit post-it. Je vous avoue que j'ai d'abord pensé prendre une fiche Bristol, mais ça ne rentrait pas dans mon costume. Et puis, petit à petit, les premiers succès ont commencé à venir. Et comme un clown en début de carrière, je me sentais immortel. Je ne pensais pas au lendemain. J'en ai presque oublié ma mission initiale. Oui, je voulais vraiment devenir clown. Je considérais que seuls les médiocres veulent l'égalité. Je voulais être le meilleur. Mais petit à petit, malgré ce que j'ai pu montrer précédemment, je me suis rendu compte que le pouvoir rendait vraiment impuissant. En effet, j'ai commencé à expérimenter le paradoxe du clown. J'ai commencé à comprendre pourquoi le clown pleurait derrière son masque. Voyez-vous, le clown a 2 vies. Une vie professionnelle, une vie sur scène comme je suis actuellement, une vie privée, là où vous vous trouvez, en dehors de la scène. C'est la gestion des deux et la frontière entre les deux qui est difficile à appréhender. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, mon fameux exposé de RH avec le groupe marron porte là-dessus. Je disais donc qu'il y a une frontière qui est difficile à appréhender pour le clown, mais aussi pour le public. En effet, avec les prestations qu'on commençait à s'enchaîner, j'ai pu recevoir des messages de la part d'admirateurs, des messages parfois pour le moins surprenants, que nous allons analyser maintenant. Mesdames et messieurs, en exclusivité pour vous, des verbatims exacts, je n'ai rien modifié. J'ai pu recevoir des messages comme
Ah, mais tu sais rire en fait. Ou avant je te connaissais pas, mais maintenant tu me plais plutôt bien. Et pour finir, mais il parle. Pourquoi donc, mesdames et messieurs? Pourquoi un même homme, et comment un même homme peut-il avoir des comportements si différents sur scène et en dehors de la scène? C'est que voyez-vous, comme un dieu qui se nourrit d'ambroisie, le clown s'abreuve des applaudissements du public. Sans ces applaudissements, il n'est rien. Il n'existe pas. Ou plutôt, sur la scène, il vit, mais en dehors de la scène, il ne fait qu'exister. Ce n'est qu'une ombre. À la fin du spectacle, le clown remonte les marches, il regagne sa loge, il regarde dans le miroir ce visage qu'il ne connaît pas, qui pourtant semble provoquer l'hilarité du public, mais qui en fait n'est qu'une illusion. C'est ce masque qui cache tous ses secrets, c'est ce masque qui cache sa solitude. Il enlève le masque et se retrouve nez à nez avec un illustre inconnu. Il se rend compte qu'il est seul, il se rend compte que personne ne le connaît et qu'il ne se connaît pas lui-même. Il est donc là, mesdames et messieurs, le paradoxe du clown. Le clown fait rire, mais le clown n'est pas heureux. Ce clown triste, c'est Charlie Chaplin. Ce clown triste, c'est Coluche. Ce clown triste, c'est surtout Robin Williams. Ainsi donc, après avoir fait cette funeste découverte, je me suis demandé si j'allais réellement devenir clown. Mon agent m'a dit qu'un hôtel des Simdives me voulait, mais je ne sais pas où c'est, ça me paraît un peu loin, je préfère rester ici. Pour ma part, je ne sais pas encore si le cirque de l'Audence va m'embaucher. Moi, je rêverais de rester ici. En attendant, il ne me reste plus qu'à faire tomber le masque, rejoindre la foule des innombrables anonymes, avec pour seule compagnie mes larmes. Stéphane, félicitations d'abord. Et pendant un moment, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, nom d'un chien, il me fait penser à quelqu'un. Et finalement, j'ai trouvé. Peut-être l'avez-vous pas connu parce qu'il est mort prématurément. Je parle pas de Coluche, hein, bien sûr. Vous en avez pas le physique. Encore heureux. Je parle de Desproges. Cette façon de balancer des vérités qui ne sont autres que des vacheries, avec un sérieux et une logique implacable, je vous en félicite. Maintenant, votre clown, c'est un clown blanc ou c'est le clown paillasse ou c'est autre chose? C'est-à-dire le clown... Le clown blanc et le clown sérieux, oui. Tout blanc. Ah d'accord, oui, le clown triste. Le clown paillasse, c'est celui qui a le nez rouge. Oui, d'accord. Ils font rire tous les deux, mais pas de la même façon. Pas de la même façon, non. Alors, quel est votre clown à vous? Alors, quel est votre clown à vous? Est-ce que c'est pas plutôt Pierrot? Si, peut-être, mais j'aime bien avoir... Enfin, j'ai les deux costumes dans ma loge, mais oui, peut-être Pierrot quand même. Moi, je voudrais vous demander, Stéphane, quelle est l'utilité d'un pupitre? Alors, ça sert parce que je tremble. On m'a dit en demi-finale que je sautillais. Donc, du coup, j'ai préféré m'accrocher. Ah, c'est pour ça que vous accrochez, donc. Voilà, parce que là, j'ai peur qu'il y ait un tremblement de terre, en fait. Donc, Dommage, parce que vous êtes impressionnant à avoir un tel discours sans lire aucune note. Vous avez un tout petit post-it. On aurait dû en fait vous prêter notre micro et vous auriez pu intervenir, vous balader dans la salle et ça aurait été tout aussi bien. Ça vous aurait évité peut-être de sautiller et de vous accrocher. Mais sinon, vraiment bravo. Peut-être une autre question. Parce que une partie de ma famille vient de la Ria d'Etel.
Est-ce un échec que d'être un ostréiculteur? Bah non, absolument pas. Hein. Bah, tout à l'heure, le jeune homme qui présentait disait qu'il y avait une ressemblance avec Koh-Lanta, bah, notamment un ostréiculteur qui a gagné Koh-Lanta. Donc, comme quoi on peut tout faire. Merci. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Stéphane, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut faire des études de commerce et rester néanmoins un monsieur loyal? Bah, on peut tout à fait. Par exemple, il y a François-Xavier de Maison qui était trader à New York et il est devenu humoriste. Je peux faire donc le parallèle, voilà. Je peux moi-même être un clown. Vous avez dit que l'orateur était un clown puisque vous étiez là sur la scène, jouant le rôle qui est le vôtre pour ce soir. Et je ne suis pas certain, puisque vous êtes de toute évidence un orateur et un orateur de qualité, que vous soyez réductible à ce rôle et que je pense que peut-être l'orateur pourrait plus qu'un clown, être un trapéziste, un dompteur, un jongleur, un cracheur de feu. Qu'en pensez-vous? Non, moi j'ai jamais fait de cirque, enfin, au sens jonglage et tout, non, je suis très nul pour ça. Mais non, pour moi, les rires du public, ça peut provenir que de l'art oratoire. Et voilà pourquoi, selon moi, le clown, voilà, c'est avant tout celui qui parle. On peut rire de situations aussi, c'est vrai, mais le comique de mots, pour moi, est le plus fort. Parlez-moi d'Audencia 2020. Ah oui. Non, Audencia 2020, c'est juste le nouveau programme pour faire en sorte qu'Audencia brille dans les écoles de commerce. Mais elle brille déjà. Oui, bien sûr. Merci Stéphane. Merci à vous. Alors après être passé sur l'absurde, est-il un remède à la sottise et faut-il cacher son crédit pour sauver sa perte, je vous demande d'accueillir Valentin Bros qui passe sur... S'il vous plaît. L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Alors avant cela, un mot du public. Valentin devra nous placer le mot hémorroïde. Hémorroïde, ouais. Ok. Super. Merci. C'est cool, c'est gentil. Je vais le noter. Je vais mettre un petit tiret juste là, en fait, pour que je m'en souvienne. Voilà. Alors, quatrième, voilà. Bon. L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Pour sauver son crédit, faut-il cacher sa perte en demi? L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud en finale? C'est bien, c'est gai, ça donne envie de rire. Là, il va me falloir 2 mois de thérapie pour retrouver le sourire. Regardez mon visage, je respire la joie de vivre et je ne suis pas du tout stressé, cela va sans dire. Du coup, je me suis dit que j'allais contourner le sujet. Avec le crépi et la porte, ça avait bien fonctionné. Hein. Me voilà donc en quête d'une reformulation positive, un truc qui donne la pêche, qui ravive. La censure sociale mène-t-elle à être facho? En voilà un sujet qui transpire la rigolade. Honnêtement, le fascisme, c'est une vraie régalade. D'accord, j'arrête. Voilà. Abandonnons ici cette idée. Transformer, ce serait me répéter.
Il n'en reste pas moins que le carcan du sujet, doucement sur moi, tenta à se refermer. Vite, il me faut trouver une porte de sortie, une issue pour sauver mon crédit. Je pianote... Merci. C'est bon, je peux continuer? Je pianote frénétiquement sur mon iPhone, lançant une recherche, un appel à l'aide de mon cerveau qui bouillonne. Wikipédia, échafaud, définition. Le premier sens, je le connais, il me faut quelque chose de plus recherché. En descendant un peu plus bas, mes yeux s'arrêtent, la solution est là, tout s'éclaire dans ma tête. Échafaud, structure de bois utilisée à Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour faire sécher les morues en plein air. Super, me voilà bien avancé. Pas de définition donc, ni de reformulation. Me voilà donc contraint de quitter mon registre, mes habitudes. Pour me frotter au sujet, je dois changer mon attitude. Ainsi, j'ai décidé de vous raconter une histoire. En voilà le contenu, mon cher auditoire. 8h30, Jules descend rapidement la rue du Calvaire dans la froidure matinale de l'hiver. Son pas est assuré, déterminé. Jules est un homme décidément décidé. Le tramway s'approche, grinçant sur ses rails. C'est la ligne 2, celle qui l'emmène au travail. Tant bien que mal, il s'y engouffre, se faisant marcher sur les pieds, chahuté par un compressé de gens pressés. À cette heure-là, le tramway rime avec proximité. Allez, plus qu'un quart d'heure avant d'être délivré. Jules est à l'heure. Comme tous les matins, il fait preuve de rigueur et déteste l'incertain. Il est précisément 9h lorsqu'il se présente devant l'immeuble, noble bâtisse de 12 étages dont la façade est masquée par un échafaudage. La silhouette du chef de chantier se dessine en haut de la structure et on l'entend distinctement réprimer ses ouvriers d'une voix dure. Il est au-dessus d'eux et il le sait. Il vaut mieux que ses exécutants sous-qualifiés. Échafaudage social, à n'en pas douter, l'ascension peut parfois faire perdre pied. Triste tableau pour commencer la journée, constate Jules en poussant la porte d'entrée. C'est alors qu'il lève les yeux, scrutant le fond du hall lumineux, et qu'il aperçoit les portes de l'ascenseur se refermer avec lenteur. Voilà donc la solution de facilité qui disparaît. Peu importe, Jules choisit les escaliers. Il aurait pu attendre son retour, mais à la passivité, Jules préfère l'effort, toujours. C'est d'ailleurs comme cela qu'il a décroché son poste au 6e étage. Toute peine mérite salaire, raconte l'adage. Jules a gravi l'échelle sociale à force de détermination, tout le contraire de l'ascenseur, immérité translation. Laissez-moi donc vous conter son ascension, puisse chaque étage de cet escalier social capter toute votre attention. Au premier étage, Jules croise Nadine et ses hémorroïdes. D'habitude enjouée, elle paraît aujourd'hui assez désabusée, du coup ça se comprend. En effet, elle vient de voir sa demande de promotion refusée. Cela fait de longs mois que Nadine se démène pour prendre la place de son supérieur. Elle ne ménage pas sa peine. Mais encore une fois, la voilà recalée, de nouveau condamnée à lorgner, tête en l'air, le bureau tant convoité à travers le plafond de verre. Ses espoirs à l'échafaud, elle ne montera jamais plus haut. Charles-Henri, en passant, regarde la scène avec condescendance. Pour lui, l'ascension, c'est un jeu d'enfance. Il vient d'emménager dans un triplex au 12e et regrette déjà son hôtel particulier du 16e. Se mêler à la plèbe de bon matin, ça le met mal à l'aise, c'est malsain. Manquerait plus qu'il croise l'Africain du rez-de-chaussée, qui en plus a la bonne idée d'être pédé. Mais bon, il faut bien se rendre au supermarché, Maria la gouvernante est en congé. Il descend encore quelques marches, puis soudain s'arrête, tout devient flou dans sa tête. C'est un oubli malencontreux, Charlot a laissé son homard sur le feu.
Je ne parle pas ici de l'homme qui nettoie son parquet, mais bien du crustacé. L'ascenseur social n'est donc pas utile à tous, et si haut, on pourrait croire que certains sont à l'abri de l'échafaud. Croyance complètement erronée, je viens de vous le démontrer, car prendre l'ascendant social, c'est s'isoler. Jules poursuit sa montée et au 4e rencontre Hervé, qui auparavant travaillait au 6e en tant que trésorier. Mais Hervé est redescendu, et ce n'est que le début. On appelle cela le déclassement. Si l'ascenseur monte, je peux vous assurer qu'il descend. Tout en bas, au sous-sol, l'échafaud est menaçant. Jules grimpe enfin les 2 étages qui le séparent de son bureau, et avant d'y entrer, il salue son boss Arnaud. Comme chaque jour, Jules a une petite suée. Comme chaque jour, Jules est un peu essoufflé. Comme chaque jour, Jules a pris les escaliers. Car il n'y a pas d'ascenseur dans cette structure, mais juste une illusion qui perdure. Permettez-moi maintenant de reprendre la narration pour vous conter ma conclusion et vous donner mon opinion. J'estime qu'il est naïf de croire que l'on peut gravir l'échelle sociale aussi facilement que l'on prend l'ascenseur. Ainsi, j'éprouve un certain mépris pour cette expression qui n'est en aucun cas révélatrice de la réalité. Si l'ascension est plus aisée pour certains, plus heurtée pour d'autres, elle nécessite en règle générale un effort, et c'est pour cela qu'à l'ascenseur, j'ai substitué l'escalier. L'ascenseur social ne mène pas à l'échafaud, mais c'est l'expression elle-même qui le mérite, car elle sonne faux. Je crois dur comme fer à la méritocratie, à la détermination et à l'envie. Puisse chacun parvenir là où il le souhaite, du moment qu'il s'en donne les moyens, que sa volonté soit faite. Merci. Félicitations Valentin, j'allais dire pour une école de commerce, vous vous vendez bien. Maintenant, l'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Comme avocat, j'ai connu la peine de mort. Fort heureusement, il n'y a plus d'échafaud, tout au moins en matière de justice. Mais pour vous, l'ascenseur social, est-ce que ce ne serait pas le milieu social de naissance, le piston qu'on peut avoir par relation pour se hisser dans une position qu'on ne mérite pas forcément? Alors, je pense que j'ai essayé de faire cette distinction en fait dans mon texte, distinction assez importante entre le personnage, certes très caricatural, certes très caricaturé, de l'homme bien né, qui est Charles-Henri, une distinction entre ce personnage-là et, dans ma conclusion, une phrase qui dit, et qui me semble assez importante, « Si l'ascension est plus aisée pour certains, plus heurtée pour d'autres, elle nécessite en règle générale un effort, et c'est pour cela qu'à l'ascenseur, j'ai substitué l'escalier. » Je pense qu'effectivement, il y a une diversité, une différence entre les cas, une facilité pour certains de monter, une difficulté, certain déterminisme pour d'autres, mais que dans tous les cas, ou dans la majorité, j'ose le croire, un effort est nécessaire. Et j'y crois, comme je l'ai dit, dur comme fer. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ceux qui ont pris l'ascenseur et ceux qui ont pris l'escalier dans la réussite? Parce que dans l'ascenseur, on peut redescendre, non? Et dans les escaliers, on peut trébucher. Merci.
Alors, comme pour la demi-finale, je suis encore en train de réfléchir à toutes votre phrases pour essayer de comprendre, enfin de trouver tous les jeux de mots que vous y avez fait. Encore bravo. Vous m'épatez. Comment est-ce que ça vous vient? Vous avez toujours cherché comme ça à jouer avec les mots? Quel est votre moteur, Valentin? Alors, ça devient assez personnel comme question, mais en fait, j'ai un beau-père qui faisait des jeux de mots extrêmement mauvais, et je me suis toujours dit qu'il fallait les améliorer. J'y ai beaucoup travaillé, en collaboration avec ma mère, et du coup, voilà, on en est arrivé à ça. Donc, je suis assez content que ça vous plaise. Non, je pense que les mots, j'aime chercher dans les mots leur différents sens, et je pense que la sonorité est quelque chose d'assez important et qu'on néglige souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit une majeure partie de mon texte en prose, parce que je pense que le sens et le fond viennent et pénètrent aussi à travers la forme que l'on peut donner au texte. Et faire chanter le texte, c'est l'immiscer peut-être plus agréablement dans la tête. Est-ce que vous êtes plutôt Jules ou plutôt Charles-Henri? Je suis plutôt Jules, même très clairement. Et pourquoi ne l'avez-vous pas baptisé de votre propre prénom? Valentin, m'entendez-vous? Je vous entends très bien. Je pense que comme un auteur, à travers des personnages, va pouvoir raconter une part de son histoire, je l'ai fait en l'appelant Jules et en ne prenant pas mon propre prénom. Je pense que c'est sûrement plus facile de passer à travers quelqu'un, de raconter le chemin d'un autre pour parfois recroiser le sien, plutôt que de partir dans une description de ce que l'on est, de là où l'on vient et de là où on va. Et Valentin, dans cet immeuble, l'un des voisins, avez-vous dit, avait la mauvaise idée d'être pédé. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Parce que c'est la même chose que pour le fait, je retrouve ce passage, voilà Charles-Henri. Dans ma phrase, manquerait plus qu'il croise l'Africain du rez-de-chaussée qui en plus a la bonne idée d'être pédé. Je rappelle ici, deux clichés du regard de Charles-Henri, totalement clichés, j'en ai bien conscience, mais qui ne sont en rien révélateurs de mon opinion par rapport à la question. Merci Valentin. Il est déjà l'heure d'accueillir notre dernier candidat. Qualifié de panthère aux yeux sombres par Louis Michaud, il s'agit de Malek Bouchaba. Il passe ce soir sur le sujet « Les plus belles robes sont-elles des tissus de mensonges ?» Et je vais vous demander pour la dernière fois de proposer un mot. Fenouil, donc. Bon courage. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de noter le prénom de la personne qui vient de donner ce mot. Nous en discuterons plus tard. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire Eloquentia. Aujourd'hui, nous allons parler d'Audencia Business School, établissement ultra sécurisé au moyen d'un plan Vigipirate infaillible. Et pourtant, un homme est passé entre les mailles du filet. En effet, ce jeune chef d'entreprise, en apparence si calme, nous a tous trompés.
Il est président de la junior entreprise d'Audencia et a récemment fait la couverture du magazine Challenge. Oui, Nils Roland est le cerveau d'un business souterrain bien lucratif, générant à lui seul plusieurs dizaines de milliards de dollars. Prostitution, vol de certificats médicaux à l'arraché, mais aussi et surtout trafic de badges visiteurs. Alors comment un homme à qui tout en apparence sourit a-t-il basculé dans le grand banditisme? Nous allons ce soir lever le voile sur cette histoire. La robe de Nils Roland était-elle trop scintillante pour être vraie? Aurait-il osé, avec un léger sourire en coin, vous mentir sur toute la ligne? Bon, vous l'aurez compris, et parce qu'il y a sûrement une part de vérité dans cette histoire, nous obtenons une première idée fondamentale. Nous ne pouvons nous fier à personne. Je vous propose donc d'aller inspecter, cette fois-ci ensemble, la question suivante. Les plus belles robes sont-elles des tissus de mensonges? Et comment vous parler d'apparence sans faire tomber ce qui ce soir me sert de robe? Je n'irai pas plus loin. C'est pour vous offrir la plus grande transparence que ce soir je souhaite me confier à vous. Tout d'abord, le premier point, je ne réussirai pas à caler le mot fenouil et je te retrouverai, toi qui l'as placé dans ce discours. Le second point, plus croustillant cette fois, et plus personnel. Sachez-le, je suis vierge. Quel ingénu je suis de tomber la robe une seconde fois en si peu de temps. Je vous vois déjà tergiverser sur la petitesse du calibre. Et avec naïveté peut-être, je souhaiterais vous rappeler que je suis né en septembre. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance et que nous avons une confiance réciproque, allons, si vous le voulez bien, plus loin dans notre réflexion. Accordez-moi quelques instants afin que je vous narre ce conte qui jadis me fut offert par ma mère. C'est l'histoire d'un empereur plus riche que tous les autres. Passionné par l'argent, il l'était encore plus par les vêtements. Laine, douce fourrure, étoffe magistrale, il les possédait tous. Un beau jour, économie souterraine oblige, merci Nils Roland, des charlatans arrivèrent dans le royaume. Ils vantèrent les qualités de l'empereur et prétendirent savoir tisser un vêtement que seuls les plus doués à leur poste pouvaient voir. L'empereur, ainsi flatté, fut conquis par cette idée et laissa s'affairer les deux escrocs. Tout l'Empire parlait de cette étoffe mystérieuse. Mais nous le savons, une telle étoffe n'existe pas. Et une fois l'ouvrage terminé, il fut apporté devant l'empereur. Pourtant, cet habit que seuls les plus doués pouvaient voir, l'empereur, lui, ne le voyait pas. Troublé, il ne dit mot. Il fit plutôt mine d'enfiler ce tissu qui, à ses yeux, était invisible. Et, ainsi vêtu, il alla parader. Tout son peuple fit mine de voir le tissu. Tout son peuple, ce peuple hypocrite, était-il compétent? La confiance est un voile
bien léger, constamment prêt à s'évaporer. Ainsi, c'est un enfant qui entreprit de révéler le poteau rose avec une information aussi innocente et criante de vérité que le roi est nu. En effet, le roi était en tenue d'Adam, instant gênant s'il en est, pourtant bien loin de se mettre en position latérale de sécurité. Le roi ne se démonta pas et termina, l'air fier, sa marche jusqu'au palais. Comme quoi tout est question d'apparence, alors les plus belles robes sont-elles des tissus de mensonges? Afin de répondre à cette question, ce soir, j'aimerais être la voix de cet enfant qui vous rappellerait que, oui, pléthore de belles robes, de beaux discours même, sont des tissus de mensonges. L'apparence, à mes yeux, est semblable à un bon livre. Nous nous délectons de son style et apprenons de son lyrisme. L'apparence doit nous faire vibrer, doit nous toucher. La robe est une figure de communication insaisissable avec laquelle nous jouons tous. De la burqa aux vêtements d'association, chaque habit est signifiant à des degrés plus ou moins douteux, je vous le concède. N'oublions donc pas que l'apparence est un jeu de rôle dont nous sommes tous les personnages. Bien loin de révéler notre singularité, les plus belles robes révèlent avec plus d'insistance encore notre normalité. Mais en cet instant, ne soyons pas trompés par de belles paroles. Et comme Jean Cocteau l'écrivait, je le pense, les plus belles robes sont portées pour être retirées. Peut-être, alors, n'avons-nous pas réellement avancé dans notre démonstration jusqu'ici? À l'image de Niels Roland, aurais-je osé tisser avec verve et ardeur un tissu de mensonge pour vous ce soir? Mais désormais, cela importe-t-il vraiment? Nous avons eu la chance de flirter avec les apparences et leur étude ne nous a pas convaincus. Persuadés peut-être, mais convaincus certainement pas. Vous et moi, Adam et Ève, n'oublions pas que sous la robe, nous sommes tous les mêmes. Et finalement, si ce soir, c'est de cette prose que je me suis revêtu afin de tenter de me donner l'étoffe d'un vainqueur, ce costume, dès demain, je vais le raccrocher. C'est comme quoi, finalement, l'éloquence n'aurait pas d'importance. Comme quoi, les meilleurs couturiers seraient ceux qui révèlent plutôt que de cacher, préférant tisser des liens plutôt que de broder des futilités. Alors c'est plus humblement que désormais, je nous conseillerais de dépasser l'apparence pour, à l'image des meilleurs couturiers tissant les plus belles robes, nous aussi apprendre à nous révéler. Je vous remercie. Merci Abdelmalek. Une petite question peut-être un petit peu délicate, mais à laquelle je vous remercie par avance de bien vouloir répondre. Vous n'êtes pas sans savoir que les avocats portent des robes. Est-ce que ce qui sort de la bouche d'un avocat n'est qu'un tissu de mensonge? Je parlais de position latérale de sécurité tout à l'heure. Non, plus sérieusement, je pense que la robe d'un avocat est un costume comme celui que je porte aujourd'hui et qu'il tente par tous les moyens d'étendre la vérité qu'il pense la sienne. Donc peut-être naïf, c'est ce que je vous répondrai. J'ai beaucoup aimé votre verbe, votre façon de vous exprimer, avec des temps de silence, du volume. Maintenant,
puisque je suis avocat et judiciaire, donc la robe, je l'ai toujours sur le dos. On a eu un exposé précédemment qui disait il faut uniformiser les médiocres. Est-ce que la robe chez les avocats uniformiserait pas les médiocres? Le présupposé serait-il que les avocats sont médiocres? Peut-être. J'attends votre réponse. Là, vous en avez 3. Je répondrai, et vous le savez aussi bien que moi, chaque type d'avocat a une robe différente. Donc non, ce n'est pas une question d'uniformisation, c'est plutôt une question de différenciation. Seul parfois quelques décorations de couleurs sur le sein gauche vient différencier les robes d'avocat. Mais je crois que c'est à peu près la seule chose. Et certains docteurs en droit ont une épitoge triple, plutôt qu'une épitoge double. Et les Parisiens, je m'excuse pour le confrère qui nous écoute, ont une épitoge sans hermine. On leur a coupé. Eh oui, c'est Napoléon pour le 18 Brumaire, ils n'étaient pas d'accord. Merci pour l'information. C'est tout. Abdelmalek, m'entendez-vous? Très bien. Vous m'entendez? Oui, je suis tout oui. Oui. Je rebondis immédiatement sur les propos de mon confrère nantais qui a cette formule choc. Les Parisiens, on leur a coupé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Étant à Nantes, j'aimerais appuyer le propos, mais le fait que ce soit vous qui me posiez la question, je vais plutôt y réfléchir. Abdelmalek, vous avez évoqué l'histoire du roi qui est nu, et parallèlement, on a bien compris que vous aviez une fascination quasi-érotique pour le président de la junior entreprise. Ma question était de savoir si, à la JE, le roi est parfois nu. Et j'apprends, dernière chose qui me fait encore plus regretter de ne pas être physiquement parmi vous, qu'il y a à Audencia un business souterrain de prostitution. Quels sont les tarifs? À tout à l'heure. Donc, merci Abdelmalek pour cette prestation. L'heure des délibérations est maintenant arrivée. Donc, comme vous le savez, cette année, le public va également voter. Donc, sur la slide qui va s'afficher ensuite, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez avoir un lien qui va vous permettre, via vos téléphones, de donc vous connecter à une application. Donc, à cette adresse, isegoria-audencia.com/vote. Vous pouvez voter uniquement pour une seule personne, sachant que le jury va également délibérer et que leur part sera plus importante que la vôtre.
Le jury a fini de délibérer. Le temps de rebrancher notre grand malade, Monsieur Perrier, et c'est bon. Le jury a délibéré et on a décidé de donner les résultats comme les élections de Miss France. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir avec le premier, mais on va partir avec 5e, 4e pour remonter au premier. Et en fin de parcours, le premier se devinera assez rapidement, puisqu'il restera le seul. Alors, on a été surpris, les 3 avocats, de s'apercevoir que les résultats auxquels on a délibéré sont exactement les mêmes que ceux de la salle. Alors, maintenant, il n'y a pas de 5e. Il y a 2 4e ex aequo. Alors, je vais les appeler tous les deux, mes 4e ex aequo. C'est Henri de Montmarin et Théodore Nicolas. Alors, le 3e, c'est Abdelmalek Boussaba. Félicitations. Reste maintenant le second. Alors, le second, il se tenait, j'allais vous dire, le second et le premier. Vous êtes bien d'accord avec moi? On peut les faire attendre un peu? Bon, le second, c'est Valentin Brosse. Évidemment que le premier, c'est Stéphane West. Mesdames et messieurs, vous m'entendez? Je suis infiniment désolé de ne pas être sur cette photo. Je l'aurais sans doute gâché, mais j'aurais été très heureux d'être parmi vous, mais depuis mon bureau sordide du 8e arrondissement, j'ai été ravi de passer cette soirée avec vous. J'ai été ravi de vous entendre tous les uns après les autres. J'aurais aimé les unes après les autres aussi, mais c'était fait ainsi. J'ai aimé entendre Henri, qui parfois, de toute évidence, consomme de l'hélium, qui a sur sa voix des effets dévastateurs. Et j'ai aimé entendre Théodore, qui un jour me dira peut-être ce qu'est le groupe 6. J'aimerais savoir, mais il faudra pour ça que je vienne à Nantes. J'ai aimé voir chez Théodore le traumatisé de la prépa qui cite Rawls, Jaurès, Hugo. J'ai aimé écouter Stéphane qui prouve que dans la France d'aujourd'hui, on peut avoir du bonheur à être un sans-papier. J'ai aimé écouter Abdelmalek qui nous a parlé de nos robes avec
infiniment plus de talent que celui avec lequel nous en parlons nous-mêmes. Et j'ai aimé entendre Valentin, qui est un écrivain exceptionnel. Et Valentin, j'aimerais un jour te lire, comme j'ai aimé t'écouter. Vous avez été tous les uns et les autres merveilleux. J'en veux infiniment à la SNCF de m'avoir privé notre compagnie. Et c'est peut-être la preuve finalement qu'il faut bien un aéroport à Nantes. Mais, somme toute, quoi de plus normal dans la cité de Jules Verne que nous ayons passé une soirée fantastique. Et quoi aussi de plus normal que de dire qu'à Nantes, il n'y a pas besoin d'aéroport pour décoller. Merci à tous.